Dimanche 19 juin 2022 à Roanne dans la Loire, témoignage de Thérèse Cotte. Bonjour madame, Bonjour. vous allez nous dire s'il vous plaît pour commencer où et quand vous êtes née et quel était votre nom de jeune fille. Donc, je suis née le 17 août 1936 à Belfort et mon nom de jeune fille est Rosenblum. Alors maintenant, les prénoms de vos parents et toujours le nom de jeune fille de votre mère. Alors mon père s'appelait Elie Rosenblum et ma mère Rose Rosenblum, née Brandt. D'accord. Et tous les deux nés en Pologne. Alors justement, c'est la pardon. question que j'allais vous poser. D'abord, est-ce que vous avez connu vos 4 grands-parents ou Pas pas? du tout, jamais. Aucun? Aucun. Alors vous allez nous expliquer pourquoi. Qu'est-ce que vous savez de ces deux familles juives polonaises? Alors la famille de mon père vivait dans une ville qui, paraît-il, était une petite ville thermale qui s'appelait Busko. Bon, une partie de la famille de mon père n'était pas dans la grande pauvreté qui était le fait général pratiquement des Juifs de Pologne. J'avais entendu dire qu'il y avait un grand-père qui était même assez riche, assez... Mon grand-père travaillait dans une banque. Tout ce que je vous dis, ce sont vraiment des approximations, ce que j'ai entendu, mais comme souvent, les parents ne racontaient pas tellement, et voilà. Bon, mon père, voilà, ça c'était du côté de du côté de mon père, de la famille de mon père, c'est pas des gens très riches non plus, des employés, enfin voilà, ce que je sais. Qui venaient aussi de Busko? De Busko aussi. Alors Voilà. c'est dans quelle région? C'est la Pologne qui appartenait à la partie russe vous savez que la Pologne D'accord. était... Plutôt à l'est? Voilà, à l'est, voilà, c'est ça. D'accord. Et ma mère, par contre, venait d'une petite ville qui s'appelait Kolbuszowa. Et d'après ce que... ça appartenait pendant un temps à l'Empire austro-hongrois. Ouais. Voilà. Et c'était une famille pauvre. Ils étaient une dizaine d'enfants. Et beaucoup de ces familles de cette petite ville ont émigré comme ils pouvaient. Alors, Donc, ce que vous savez, le peu que vous savez de vos deux familles, vous l'avez appris de quelle par manière? bribes, comme ça, raconter plus ou moins. Mais enfin, j'en sais presque un peu plus du côté de ma mère, parce que ma mère est venue rejoindre, quand elle a émigré en France, dans les années 30, elle est venue rejoindre 2 sœurs et un frère, dont un frère et une sœur qui étaient mariés, qui avaient des familles, à Strasbourg. Donc les tantes racontaient un petit peu, mais pas trop. Voilà. Tandis que mon père a quitté la Pologne aussi à peu près à la même époque, mais ils n'étaient pas ensemble à cette époque. Et il est parti vers Épinal. Pourquoi Épinal, je ne sais pas. Je pense que ça doit être des amis qui étaient là-bas, qui lui ont dit on peut peut-être gagner sa vie là-bas. Enfin voilà. Et donc, ma mère donc à Strasbourg, je dois continuer. Ils se sont rencontrés à Strasbourg parce que mon père avait un copain qui avait épousé la sœur de ma mère. Voilà. Donc ils se sont connus comme ça. Et ce copain venait de Belfort. Donc mes parents se sont mariés à Strasbourg en 1935. Mais ils sont allés vivre à Belfort, où je suis née en 1936. Voilà. Vos parents se sont mariés religieusement? Ah oui, 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 oui. La famille de ma mère était une famille assez religieuse, assez pratiquante, on va dire. Mes parents étaient très traditionnalistes, mais enfin aussi un peu... Ma mère aurait peut-être, si elle avait vécu dans un milieu très pratiquant, elle aurait été peut-être plus... voilà. Mais... très traditionnaliste en tout cas. Voilà. Donc ils se sont mariés, le mariage religieux et tout, à Strasbourg, voilà, là où était donc, la famille de ma mère. Donc chez vous, on observait toutes les fêtes par exemple? On observait les fêtes, la nourriture était cachère, ma mère y tenait énormément. Ouais. Voilà, oui, oui. Mais il y avait des petites entorses. Hein. Par exemple, ils avaient une affaire de détail et le magasin était quand même ouvert le samedi. Pendant un temps. C'était pas des orthodoxes, mais quand même, j'ai vécu dans une ambiance... Et ce magasin, il l'avait à Belfort, c'est ça? Non, à Belfort, ils avaient aussi un magasin, de gros. Ils avaient... Et ils ont commencé comment en fait à vivre?
À vivre, ils ont créé une petite entreprise de fabrication de textiles. Je ne sais pas trop ce qu'ils fabriquaient d'ailleurs. Eux-mêmes? Ouais. Oui, eux-mêmes, peut-être. Avec ma tante, la sœur de ma mère, ils étaient associés. Ouais. Et ça marchait gentiment. Mais ils faisaient du sur-mesure, je veux dire, des costumes? Non, 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 je ne sais pas ce qu'ils faisaient en fait, des D'accord. chemises ou quelque chose, j'en sais rien. Bon, enfin, ça commençait à marcher bien jusqu'à ce que, malheureusement, est arrivé 1939 avec... Alors, on va y arriver. oui. Vos parents arrivent autour de 1930 en France. Voilà, Est-ce peut-être qu'ils- 28 même, je ne sais pas. Est-ce pas. qu'ils ont voulu devenir français ou pas? Oui, oui, oui. Ils ont monté un dossier de naturalisation? Oui. Et ça Alors moi, aboutit? je suis devenue française par jugement tout de suite à la naissance. Très bien. Et mes parents sont devenus français en 38 peut-être. Et mon père a été mobilisé dans l'armée française. Et quand la guerre a éclaté, mon père était mobilisé. D'accord. Il était chauffeur de camion dans l'armée française. Et vous aviez des frères et sœurs? J'ai un frère, mais il est né en 1943 quand nous étions réfugiés à Périgueux. D'accord. Donc en 1939, c'est un couple J'étais avec un un enfant, enfant. et tout le monde est français. Et tout le monde est français. Voilà, Donc vous êtes domicilié à Belfort. exactement. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire des Juifs à Belfort pendant cette période-là? Je ne peux pas vous Vous en dire savez grand-chose, j'étais très petite. Il y avait il y avait une communauté juive de deux origines, c'est-à-dire il y avait les autochtones, si je peux dire, et des gens installés depuis des générations qui étaient des notables, voilà. Et puis il y avait les immigrés, les Polonais, qui sont arrivés. Mais ils se sont vite installés, ils ont ouvert des magasins, ils faisaient du commerce, je ne sais pas trop. Et ces deux groupes coexistaient et s'échangeaient, ou il y avait Alors, je veux plusieurs dire, synagogues? à Belfort, je ne peux pas vous dire parce que j'étais vraiment très petite. Et quand nous sommes partis à Périgueux, mais on y viendra peut-être Ouais. après, là, il y a eu une forte communauté juive qui s'est déplacée, surtout de l'est de la France, Ouais. voilà, Alsace-Lorraine, et notamment de Strasbourg, avec toutes les institutions strasbourgeoises, voilà. Et là, j'ai vraiment ressenti la différence qu'il y avait entre les juifs autochtones, si Ouais. on peut dire, avec la culture française totale, etc., et les Polonais, qu'on regardait un peu avec condescendance, on va dire. Mais je l'ai ressenti, oui, je l'ai D'accord. ressenti. Bon, on va y revenir sans Mais doute. bon, enfin, ça n'a pas été des souffrances, hein, pas du tout. Voilà. Est-ce que vous avez des souvenirs d'enfance d'avant la guerre, même qui n'aient rien à voir avec l'antisémitisme Pas grand-chose. Écoutez, j'avais 3 ans quand on a quitté Belfort. J'étais donc très petite. Je ne sais pas si c'est un intérêt pour l'histoire, mais j'avais des grandes boucles, paraît-il. Et un beau jour, avec ma voisine, on s'est amusé à les couper. Voilà. Il m'en restait plus qu'une. Je me suis fait gronder. Voilà. Des choses comme ça. Non, mais franchement, je ne peux pas dire que j'ai des vrais souvenirs. Je vois vaguement la maison où on habitait, mais c'est très, très flou. D'accord. Est-ce que vos parents, d'une manière générale, durant cette période, étaient satisfaits de leur choix d'avoir quitté la Pologne? Est-ce qu'ils étaient heureux en Ah France? oui, non seulement très heureux, mais moi j'ai vraiment grandi avec l'amour de la France, avec la reconnaissance de la France, avec vraiment le bon choix, etc. Oui, oui, complètement. D'accord. Complètement. Complètement, avec tout ce que ça pouvait, enfin, ce qu'on connaît, offrir pour l'éducation des enfants, oui, oui, oui. Mais ça n'a pas duré longtemps, malheureusement. Alors justement, vous viviez dans une région quasi frontalière avec l'Allemagne. Oui, oui. Est-ce que vos parents étaient particulièrement informés de ce qui se passait de l'autre côté en Allemagne? Est-ce qu'ils suivaient les actualités? Est-ce qu'ils étaient inquiets? Je ne saurais pas vous dire. D'accord. À Belfort, je ne peux pas vous dire. Pour être honnête, Entendu. franchement, non. Bien sûr. Je ne sais pas. Après, oui, après, je sais. J'ai Est-ce que- vécu la suite très intensément. D'accord. Est-ce que vos parents avaient des idées politiques? Mes parents étaient, je pense, un peu comme les parents de Bernard, un peu idéalistes, un peu sionistes, un peu socialistes, le cœur Ouais. à gauche. Oui, mais pas vraiment militants non plus. Quoi. Après, mon père s'était engagé. Je vous dis, mes souvenirs, ils sont plutôt à Oui, partir oui, du bien sûr. Périgord, vu mon âge. Bien sûr. Voilà. Donc votre père a été mobilisé, Oui. démobilisé, Démobilisé. et donc
Qu'est-ce qui se passe ensuite après cette démobilisation? Écoutez, nous sommes partis déjà, avant que mon père soit démobilisé, Ouais. ma mère et moi, nous avons quitté Belfort en train. Alors ça, je me rappelle par contre. Oui. Et pour rejoindre la famille de Strasbourg qui était partie se réfugier à Périgueux. Alors à quelle date du coup? Ben, en septembre 39, Alors vous êtes parti volontairement ou c'est la ville qui a été évacuée? ça je sais pas. Vous êtes parti dans un train avec beaucoup de Dans monde? un train, je sais pas s'il y avait beaucoup de monde, je sais pas. D'accord. Je me rappelle notre arrivée à Périgueux. Mon oncle nous attendait, le frère aîné de ma mère. Voilà, et on est allé chez lui. Et je vois très bien où il habitait. Oui. Voilà, dans les allées de Tourny. Voilà, mais ça, je sais pas. Je sais pas. Alors du coup, pendant un certain temps, vous avez vécu seul avec votre mère, c'est ça, à Périgueux? Oui, donc on a retrouvé la famille, les frères et sœurs de ma mère. Et je sais que ma mère a cherché un appartement. Et c'était très très difficile parce que c'était une ville de 30-40 000 habitants. Périgueux, c'est une petite ville. Et tout d'un coup, il y avait un afflux de réfugiés. On nous appelait les réfugiés d'ailleurs. J'ai mis très longtemps à comprendre ce que c'était. Bon, on était des réfugiés. On était réfugiés à Périgueux. Du temps où on était réfugiés, réfugiés, réfugiés. Mais quand on a commencé à parler dans le monde et que j'étais plus grande de la notion de réfugiés, j'ai dit, mais nous aussi, on était des vrais réfugiés. Voilà. Bon. Donc on a trouvé un appartement, ma mère a trouvé un appartement avec beaucoup de chance. On avait l'eau, le gaz et l'électricité. Ce qui n'était pas le cas de la majorité des gens. J'avais une tante, la sœur de ma mère aînée. Elle habitait un deuxième étage. Il y avait l'eau, l'écoulement d'eau, mais il fallait aller chercher sur la place l'eau, avec les seaux, etc. Ma tante avait quand même 2 enfants aussi. Alors si je vous comprends bien, ces conditions d'habitation n'étaient pas vraiment celles que vous connaissiez à Belfort, Ah c'est bah ça? pas du tout, pas du tout. À Belfort, on habitait dans un immeuble très... Je ne me rappelle plus très bien l'appartement, mais enfin, j'ai jamais entendu quoi que ce soit. Non, c'était... Vous aviez l'eau, l'électricité, Oui, tout. ah oui, oui, et puis dans un quartier bien, enfin, Oui. un quartier confortable, voilà. Donc à Périgueux, voilà, on est arrivé à Périgueux. Bon, alors là, j'ai beaucoup de mal à vous dire combien de temps ça a duré. Mon père a réapparu. Oui. Comment il a été démobilisé, je ne sais pas. Et je sais qu'il a dormi pendant 3 jours, tellement il avait quitté son régiment à pied. Enfin, il nous a rejoints comment, je ne sais pas, bon, bref. Et on a commencé la vie à Périgueux. Voilà. Je n'ai pas de mauvais souvenirs du début du séjour, parce que il y avait énormément de gens de l'Est qui étaient là, beaucoup de connaissances de mes parents, etc. On avait l'impression d'une vie qui commençait à s'organiser. Oui. Voilà. Et c'était jusqu'à l'invasion enfin, la fin de la zone libre, quoi. D'accord, Alors donc là- pendant 2 ans, vous avez des bons souvenirs? Oui, c'était pas des Insouciant. mauvais souvenirs, un peu insouciant. Mes parents, alors on parlait de quoi vivaient-ils. Mon père faisait un peu de commerce. Il venait à Roanne acheter de la marchandise. Et puis retournait. Il faisait un peu le grossiste. Au début, voilà. Oui, mais C'est vous- après que... Du coup, vous viviez correctement, vous mangiez correctement? Ah oui, oui. Vous n'avez jamais eu faim? Jamais eu faim. J'ai jamais eu faim, même moi, pendant la guerre, parce que je me suis toujours trouvée dans des endroits, à la campagne ou quoi. Non, faim, non. D'accord. Mais voilà. Peur, oui. Ah, vous allez y revenir. Oui, bien sûr. Vos parents, eux, ils se sont bien adaptés à cette vie aussi, de ce que vous en savez? Bah, je pense qu'ils devaient être très inquiets quand même de savoir ce qui allait se passer. Je ne sais pas, franchement, je ne sais pas. J'étais petite aussi. Je me souviens que nous étions les seuls dans la famille à avoir une radio. Et le soir, les oncles et tantes, ils venaient écouter la radio de Londres. Voilà, et la radio comme ça. Bien Voilà. sûr. Ça, c'était jusqu'au moment où il a fallu se cacher. C'est là que c'est devenu très Alors, difficile. avant d'en arriver là, Oui, oui. est-ce que vous savez si vos parents se sont fait recenser comme juifs en juillet 41, quand c'est devenu obligatoire en zone libre? Je sais pas. Est-ce qu'ils avaient des papiers avec tampon juif? Je sais pas. Entendu. Je ne veux pas dire des bêtises, je ne sais pas. Alors, d'une manière plus générale, est-ce qu'ils vous ont raconté des difficultés qu'ils auraient eues par leur nom, qui les désignaient comme juifs, ou est-ce qu'à Périgueux, finalement, eux-mêmes ont eu une vie avant les Allemands supportable? Je pense que c'était supportable. Je crois pouvoir dire que c'était supportable, mais est-ce qu'il
il ne nous en faisait pas part à nous. Ouais. Je me rappelle très bien, moi j'allais à l'école maternelle, Ok. pas loin de chez nous. Je suis retournée 2 fois pour... et je me rappelle très bien que dans la cour, le matin, on levait le drapeau en chantant Maréchal, nous voilà, etc. Ça, je me rappelle très très bien. Voilà. Donc c'est l'arrivée des Allemands Qui a bouleversé, oui. Parce que, je ne sais pas si vous voulez déjà y arriver, Allez-y, mais allez-y. bon, j'allais donc à l'école maternelle, et puis après, on m'a inscrite en 11e au lycée de garçons, qui avait, à l'époque, il faisait des classes primaires, qui se trouvaient pas loin de chez nous. Donc j'allais au lycée de garçons, tout était bien, je n'étais pas mauvaise élève, au contraire. Et ça n'a pas duré longtemps, puisque c'était en 42, Ouais. voilà, novembre 42. Mhm. Voilà. Il a fallu quitter ce lycée où j'étais bien, enfin normal, je m'étais fait une amie, enfin bon. Et là, ça commençait à être très anxiogène, si je peux dire. J'ai quitté le lycée et nous sommes allés, je dis nous parce que les petites cousines et moi-même de la famille, dans une école religieuse, la Miséricorde, qui était une école catholique, en plein centre de Périgueux. Voilà. Et alors là, ça a commencé vraiment pour moi la période hyper difficile. Hyper difficile. J'ai quitté mes parents. Ouais. Alors, quand je disais que j'étais bonne élève au lycée, quand je suis arrivée dans l'école religieuse, je peux vous dire que j'avais beaucoup de mal parce que le niveau était beaucoup plus élevé. Et j'avais des cousines qui étaient en 6e, 5e, c'était pareil, en maths, etc. Mais moi, je dis, il y avait une grande différence. Bon, mais ce n'était pas ça le plus important. Ce qui était difficile, c'était la situation, quitter les parents, entrer dans un monde différent, une religion différente. S'il vous etc. plaît, racontez-nous comment, quand on a 5 ou 6 ans, on comprend les raisons de cet éloignement, quand vos parents vous disent il faut... J'étais une petite fille juive et je savais déjà que les Allemands risquaient de nous prendre et qu'il fallait se cacher, ça c'est sûr. Quand ça a commencé, je ne sais pas si c'était tout de suite au mois d'octobre ou avant, où il y avait sûrement des bruits des informations dont les parents avaient... Parce que si ma mère, ma tante, mes tantes ont voulu nous cacher, mes parents enfin, ont voulu nous cacher, c'est qu'il y avait des raisons, ce n'était pas pour le plaisir voilà. Et c'était très très dur, vraiment très dur. Et avec le recul, maintenant que j'ai eu des enfants, des petits-enfants, encore avec les enfants, j'étais plus jeune, je ne sais pas, mais je vois, j'ai une arrière-petite-fille qui a 6 ans et demi, et je peux vous dire que je me dis, mais à son âge, moi j'étais là-bas et c'était très dur, très très dur. La séparation avec les parents. Et puis c'était très austère, évidemment, la nourriture immangeable. Bon. Par exemple, vous pourriez nous décrire le repas le plus répétitif Je ne sais pas, il y avait les carottes immangeables, je me rappelle. Ouais. Non, je ne saurais pas vous dire exactement. Ça commence à être très lointain. Mais je sais, par exemple, j'ai une cousine qui avait 3 ans de plus que moi, et qui m'a dit après, moi j'ai oublié, que tous les soirs, je me réfugiais dans son lit et je pleurais. Voilà, tous les soirs, voilà, parce que c'était dur quand même. Voilà. Vous y étiez inscrite sous votre nom ? Je ne sais pas si j'étais inscrite sous mon nom. Je sais que j'ai eu des... Mais alors ça, c'est terrible, parce que j'ai eu une carte d'identité avec un faux nom, et je ne peux plus me rappeler quel était ce nom. D'accord. Et alors, pour vos petites copines, si tant est que c'était des copines de la Miséricorde, vous étiez donc une réfugiée parmi d'autres. Ou vous étiez une enfant juive ? Je ne sais pas. J'ai pas tellement le souvenir d'avoir eu des amis. J'avais des cousines là qui étaient. Moi, j'étais la plus jeune de cette famille. Je ne me suis pas faite d'amis vraiment, ça je me souviens pas trop. Mais enfin, j'étais pensionnaire, on allait à la messe le jeudi. À l'époque, on n'allait pas à l'école le jeudi, à la chapelle de l'école. Et le dimanche, on allait à la grande cathédrale de Saint-Front de Périgueux.
Voilà. Et alors ça, c'était une corvée ou c'était comme un amusement C'était ni une corvée, ni un amusement. C'était austère, c'était dur. Et puis tous les soirs, et puis il fallait faire les prières. C'était pas tellement le fait de faire la prière, c'était le déchirement avec les parents, une ambiance différente, les sœurs qui étaient très austères, habillées évidemment comme des sœurs. Euh, non, c'était très difficile. Et puis la peur. Et puis voilà. Et mon frère est né quand j'étais à la Miséricorde. Ouais. Voilà. Alors un jour, ma cousine me racontait, moi j'ai oublié ça, parce que son père habitait donc ces fameuses allées Tourny, là où on avait atterri quand on est arrivé à Périgueux, pas loin de cette école. Et elle me dit, on montait, il y avait un endroit où il y avait des toilettes, excusez-moi, et on montait sur le siège. Elle dit, un jour j'ai vu passer mon père. Voilà. Bon, enfin, on avait peur surtout, on se demandait ce qui se passait. Et voilà. Bon, Et aux vacances scolaires, vous retourniez voir vos parents ou pas du tout? Je ne me rappelle pas. Vous les avez perdus de vue pendant des mois et des mois? Pendant l'année scolaire. Pendant l'année scolaire. 42, 43? 42, 43. Et mon frère est né en mars 43. Et je me souviens que mon oncle est venu à l'école et il a demandé que je sorte pour m'amener à l'hôpital voir mon frère. Okay. Et ce qui a été fait. Et le soir, il fallait retourner, c'était très dur. Enfin, bon, c'était une période. Et moi, j'ai eu très peur, surtout. Très, très peur. Je ne sais pas si c'était avant ou après, il y avait à Périgueux, il y avait un pédiatre qui était réfugié, qui n'était pas juif, qui venait de Colmar, mais qui était très bienveillant à l'égard de la communauté juive. Okay. Et j'entends ma mère lui dire, écoutez, elle rêve la nuit que nous habitions une petite maison au premier étage avec un escalier en bois, que les Allemands montent avec les bottes et ils font du bruit, voilà. Qu'est-ce que je peux faire? Et elle rêve la nuit. Qu'est-ce que vous voulez qu'il dise, le pauvre docteur? Essayez d'éviter de parler devant elle, mais bon, c'était tout. Mais je veux dire, pour ça, c'est pour raconter mon angoisse. Et ça m'a tenu toute la guerre. À partir après aussi, après la libération aussi ou... Ça m'a duré très longtemps. J'étais déjà mariée à Roanne, je me souviens. Si je voyais un film de guerre ou... Enfin, et bien la nuit, je vois un film de cow-boy ou je ne sais pas quoi, où il y avait, si vous voulez, un conflit. Et bien la nuit, je rêvais qu'on venait nous chercher. Ça m'a duré très longtemps. Okay. Plus maintenant, je dois dire. Est-ce que ces bonnes sœurs avaient des attentions particulières pour vous, les petites juives, ou pas du tout? Qu'est-ce que vous voulez dire comme attention? Est-ce qu'elles étaient vous nous disiez qu'elles étaient dures, mais est-ce que vous étiez un peu privilégiée par rapport aux autres, ou justement pas? Non, je ne sais pas. Je peux vous dire une anecdote, raconter une anecdote. Je me rappelle, j'ai dû sortir quand même de là-bas. Ouais. Parce que... quand nous avons été inscrites, c'est une de mes tantes qui est allée nous inscrire là-bas, et il y avait la mère supérieure qui a accepté de nous prendre. Mais elle a dit, je veux bien les prendre, mais je ne veux pas sauver que des corps, je veux aussi sauver des âmes. Et j'entends ma mère dire à ma tante, mais j'étais petite, hein, c'est pas grave, si on a le bonheur de sortir de cet enfer, nous saurons ce que nous devons faire de nos enfants. Donc, si vous voulez, mais d'un autre côté, il faut être honnête et juste, elle prenait des risques aussi. Parce qu'une fois, il y a eu, j'ai su après, bien après la guerre, une amie qui m'a raconté, il y avait des graffitis, si on peut dire, sur la porte, enfin sur le mur de l'école, dans la rue, école de juifs ou quelque chose comme ça. Donc, il faut quand même être honnête et reconnaître que ce n'était pas que le désir de nous convertir. Alors ça veut dire que votre cousine et vous n'étiez pas les seuls enfants juifs? Ah non, on était plusieurs. Ah, vous le saviez déjà à l'époque? Oui, nous il y avait ma cousine, j'avais 2-3 cousines comme ça, ouais. Et il y en avait encore 2-3 autres qu'on connaissait un petit peu. Non, il y avait des gens. Et j'ai rencontré après à Paris, mais il y a 10 ans peut-être, une dame qui me dit, moi aussi j'étais à la Miséricorde. Je ne sais pas. D'accord. Voilà. Bon.
Et donc, vous nous parlez de l'année scolaire 42-43. Voilà. Pendant les grandes vacances, vous avez fait quoi? Ben, je sais pas. Ou toutes les autres vacances d'ailleurs? Oui, j'ai dû retourner avec mes parents, je sais pas. Je sais que j'ai eu plusieurs épisodes dans ma vie, si vous voulez, de Périgueux, où j'ai dû quitter mes parents. Mais combien de temps, voilà. Donc, je suis allée, grâce à la complaisance de ce médecin dont je parlais tout à l'heure, avec une autre cousine, il nous avait fait un certificat pour aller dans à l'époque on appelait ça un préventorium. Oui. Voilà. Et nous sommes allés à Brantôme, à Toujours côté de en Périgueux. Dordogne. Ah oui, oui. Et on y est resté combien de temps, je ne sais pas. Alors, décrivez-nous le quotidien d'un préventorium quand on est J'ai beaucoup de une mal. enfant de... Je me rappelle beaucoup plus de l'école D'accord. l'école religieuse que le préventorium. Je pense que c'était... Ce qui était toujours pareil, c'était la peur, c'était de ne pas savoir où étaient les parents, et les parents nous manquaient. Donc, voilà. Et je ne sais même pas combien de temps j'y suis restée. D'accord. Je ne sais pas. Et surtout, maintenant, enfin, depuis un moment, où étaient mes parents pendant ce temps-là? Voilà. Je ne sais pas. Est-ce qu'ils ont dû quitter Périgueux? Sûrement, parce que ça devenait très, très dangereux. Il y avait des rafles sans cesse. Ça veut dire qu'ils ne vous ont jamais raconté, si je comprends bien. Non, non, non. Pour moi, Périgueux, l'époque Périgueux était très, très ancrée en moi. Je n'ai pas l'impression de tout savoir, mais en fait, il y a beaucoup de choses que je ne savais pas. Voilà. Voilà. Alors après, je me suis retrouvée aussi, on s'est retrouvés avec mes parents, ma mère surtout, et mon petit frère, donc, qui était déjà né, dans un hôtel à côté de Périgueux, à Laurière. C'était, voilà. On est resté là quelques mois, je ne sais pas comment, pourquoi. Voilà. C'était les patrons étaient des Alsaciens aussi, qui ne voulaient pas être... Ok. Voilà. Alors, vos parents avaient fait quelques économies avant la guerre pour pouvoir tenir comme ça? C'est la question que je me pose, vraiment. Mais même s'ils avaient fait des économies, comment ça fonctionnait, les banques, les ci, les là, mon père était mobilisé, comment, je ne sais pas. Avant la guerre, ils gagnaient leur vie... Je pense qu'ils gagnaient leur vie gentiment. J'ai entendu Ouais. dire que c'était très, très difficile, non? Ouais. Non, c'était même plein d'espoir. C'était une petite affaire qui commençait à marcher. Une petite affaire, hein, attention, c'était pas un trust. Mais bon, c'était installé dans la vie. Mais à Périgueux, du coup, votre père a quand même travaillé quelques mois, Et c'est ça, au début, je pense quand c'était encore la zone libre, il a fait un peu, je vous dis, un peu de commerce. D'accord. Voilà. Mais après, je ne sais plus du tout. Bon, alors après, donc on a passé quelques temps à Laurière, là, dans cet hôtel. Je sais pas, oui, bon. Et on est parti après, à côté de Périgueux, dans une ferme, avec toujours le même oncle d'ailleurs, et ses enfants. Alors, son nom et son prénom, s'il vous plaît, à votre oncle. Sender, il s'appelait. Et son nom de famille, Hershkovitz. Merci. Voilà. Et donc, c'est avec sa fille que j'étais chez les sœurs. C'est 2 filles, peut-être la grande aussi, je ne sais plus. Et voilà. Donc, on était cachés dans une ferme. Ouais. C'était vraiment très, très isolé. Et en fait, il y avait une grande grange comme ça, et ça avait été aménagé pour qu'on puisse y vivre. Ouais. On y est retourné avec ma cousine, il y a, je ne sais pas, une dizaine d'années. Et j'ai tout de suite... Je me rappelle tellement bien tous les détails de cette vie. Et ma cousine qui a 3 ans de plus que moi, ça compte quand même à cet âge-là, elle avait beaucoup moins de souvenirs que moi. Quand on est arrivé, ça s'appelait Chignac, on est arrivé donc il y a 10-15 ans, je ne sais plus. Je dis, c'est là. J'ai reconnu l'endroit, et alors il y a des gens qui habitaient, qui avaient tout transformé, etc. Mais nous, on habitait, c'était la grange, quoi, avec le bétail, avec... Là, vous étiez combien de personnes dans la grange, du coup? Il y avait nous, ma mère, mon petit frère, qui était encore un bébé, quoi. Et votre père était... Et mon père, je ne sais pas. D'accord. Où il est. Et mon oncle, sa femme, et ils étaient 3 enfants. Et là, vous aviez toujours aussi peur d'une manière générale ou... J'avais peur parce que on avait peur, dès qu'on entendait un bruit, on avait peur qu'on vienne nous chercher, tout simplement. Et alors, les paysans de cette ferme, quel comportement ils avaient avec vous tous? Bon, ils étaient assez bienveillants,
peut-être qu'on leur payait bien, je ne sais pas. Mhm. Je ne peux pas dire. Je n'ai pas de souvenir ni négatif ni positif, Ouais. rien. Ils habitaient de l'autre côté de la Alors, cour. vous, c'était la première fois que vous connaissiez la campagne Exactement, j'ai Alors, détesté. J'ai détesté la campagne. alors expliquez-nous Autant plus en jamais détail. maintenant. Bah parce que en fait, on avait que le côté négatif de la campagne. Déjà, il fallait. Je ne suis pas allée à l'école, ça c'est vrai. Ma cousine, elle faisait 3-4 kilomètres tous les jours pour aller à l'école. Ouais. Mais moi, ça correspondait à la au CE1. C'est déjà la deuxième année après Oui. le primaire, la classe primaire, Ok. le CP. Je n'ai pas faite du tout. Donc je ne peux pas dire. Mais je trouvais que j'aimais pas la nuit, c'était sombre, j'aimais pas tout l'inconfort que peut présenter la campagne quand elle n'est pas. Mais alors justement, vous mangiez quoi? Vous laviez comment? Tous ces aspects Se quotidiens. laver, ça je ne me rappelle pas. Manger, mais ça on avait à manger. Hein. On avait à manger parce que, je sais pas, les parents ils se débrouillaient pour avoir des. Je me rappelle avoir jamais mangé d'aussi bonnes cerises, par exemple, les noix, je ne sais pas ce qu'on mangeait, mais enfin on mangeait. Ça c'était. Et là, Mais c'était l'hiver, le printemps, plusieurs saisons? ça a été, je ne sais même pas combien de temps on est resté, mais je sais qu'on était là-bas pendant la période de Pâques. Ok. Et la période de la Pâques 44? juive. Bah, Juste avant la libération, une année plus tôt? Et je crois que c'était une année plus. Non, mon frère est né en 43, ça devait être 44. Et pour vous dire que j'étais d'une famille quand même un peu pratiquante, un peu en tout cas très traditionnelle, et surtout mon oncle et ma tante l'étaient encore beaucoup plus que nous. Est arrivée la fête de Pâques, Pessah, et vous savez, ça représente un cérémonial, enfin une soirée, et ça je me rappelle comme si c'était aujourd'hui. Mon oncle enfilé, vous savez, il avait une espèce de, comme une grande chemise, comme ça, une robe, je sais pas quoi, blanche, je sais pas où il avait pris ça. Et j'avais un cousin, leur fils, aîné, il se cachait, parce qu'il avait peur d'être pris pour le travail en Allemagne. Ouais. Voilà. Donc on était là tous, et chaque fois qu'on entendait un bruit, c'était la panique. Et ma cousine, la troisième enfant, donc la fille aînée, on n'avait pas de matzah, on n'avait pas de. Voilà, il fallait aller à Périgueux. Ouais. Là, je ne cherchais pas ce qu'il y avait, encore un embryon de communauté ou je ne sais pas quoi. Et elle est revenue, elle a fait 15 km à pied avec les matzot sur le vélo. Mais c'était une vraie folie. Voilà, ça je me rappelle. Et chaque année, je peux vous dire que quand arrive la fête de Pâques, on a l'habitude ben, j'y pense. Et ça m'étreint. Voilà, ce sont des petites choses comme ça, parce que j'étais quand même petite. Voilà, et puis alors après, donc on a quitté. Ben là, j'étais quand même avec mes parents. Ouais. Voilà. Les deux? Je ne revois pas mon père là-bas. Où est-ce qu'il était? Je ne sais pas. Sans doute, je ne sais pas. Ma mère, c'est sûr. Et puis, voilà, et puis après, ben, on est arrivé c'était 44 certainement, parce que Périgueux a été libéré en août 44. Et donc on était revenu dans l'appartement Ouais. qui était en centre-ville. Et je me souviens très bien que on savait qu'il allait se passer quelque chose, mais on ne savait pas quoi exactement. Mes parents n'ont pas dormi pendant 2 ou 3 nuits. Et on habitait une petite rue comme ça, et au bout de la rue, c'était une grande rue de passage comme ça. Je sais pas Le quoi. numéro, vous vous rappelez le numéro de la rue? Ou l'adresse exacte, de manière générale? 6 rue Émile Combes. Merci. Ça, c'était là où nous habitions. Et la rue, je ne me rappelle plus. Longtemps, je me suis rappelée, mais bon. Peut-être que je l'ai écrit, je ne sais pas. Et donc, je me souviens très bien le départ, en fait, des Allemands qui passaient là, le long de cette rue, tout du long, le bruit que ça faisait, etc. Et puis, on avait peur, on ne savait pas du tout ce qui allait se passer. Bon, enfin, ils ont fini par partir. Et je me rappelle très bien l'après-guerre aussi. Vous savez, quand on a pris les femmes et qu'on leur a rasé la tête, je ne sais pas combien de temps après c'était, je ne sais pas, mais je me souviens très bien de ça. Et je me rappelle aussi... Vous avez assisté, c'est ça que vous voulez dire? Non, je n'ai pas assisté vraiment, mais d'un peu loin quand même, et on en parlait. D'accord. Et surtout, ce dont je me souviens, c'est
tout de suite l'après-guerre, si vous voulez, Ouais. cette joie qu'il y avait, et cet optimisme. Alors je raconte, je me souviens que mes parents, finalement ils étaient très jeunes quand on réfléchit. Quel âge ils avaient 35 ans, même pas, entre 30 et 35, c'est quand même très jeune. Et quand je réfléchis à leur vie, je me dis à 18 ans, ils ont quitté leur maison, à 35 ans, en 35, ils se sont mariés, et ils commençaient juste à respirer un peu, et hop, voilà. Bon. Et je me rappelle que Maurice Chevalier est venu chanter dans un parc à Périgueux. Et mes parents sont allés. Et pour rien au monde, ils n'auraient raté cette... Il y avait une soif de vivre, il y avait un besoin de sortir de cet enfer, quoi. C'était... Voilà. Et puis les gens y parlaient, celui-là a été raflé, l'autre a été raflé, on l'a pris, il a été fusillé, il a été... Bon. Voilà. Je ne sais pas, qu'est-ce que je peux vous raconter Et vous êtes resté combien de temps encore jusqu'à Périgueux? Ben nous, on n'a pas été les premiers à partir. Il y en a qui sont partis tout de suite dès qu'il y a eu Mais de toute façon, Belfort est libéré relativement tard, j'imagine, bien après Périgueux. Je ne sais pas. Si c'est comme Strasbourg, c'est plutôt la fin 44. Fin 44, oui. Mais de toute façon, on n'est pas retourné à Belfort parce que mes parents ne voulaient plus. Et on est parti vivre à Paris. J'ai grandi après à Paris, à partir de l'âge de... dans le 3e. Quelle adresse précisément? Ah ben, 114 rue du Temple. D'accord. Voilà. Et j'ai grandi, enfin c'est une période aussi qui a à la fois beaucoup compté pour moi parce que c'était complètement différent, puis c'était vraiment le réveil après cette période. Et en même temps, j'ai moins de souvenirs précis quotidiens que de Périgueux. Périgueux, ça a beaucoup, beaucoup compté pour moi. Voilà. Et vos parents, ils ont repris leur travail à Paris? Oui, ils ont reconstruit une petite affaire de confection. Ouais. Voilà. Qui a marché correctement aussi? Marchait correctement, mais c'était pas facile, mais enfin ça allait. J'ai pas eu chez mes parents, c'était pas la richesse, mais c'était pas non plus la misère. La misère, non. Ça non, mon père était assez débrouillard, enfin travailleur, enfin bon, c'est ce qu'il a pu, quoi. Voilà. Et vous êtes allé à l'école jusqu'à quand? Alors moi je suis allée à l'école primaire une année rue des Quatre Fils, là. Et après je suis allée au lycée Victor Hugo. Voilà. Puis après j'ai fait une école de commerce. Enfin, voilà. Puis je me suis mariée très jeune. Et vous avez eu un emploi avant de vous marier? Ah non, non, pas du tout. Non, j'étais jeune encore. J'avais 20 ans, 21 ans. Voilà. Et j'ai rencontré mon mari dans un camp d'étudiants en Italie. Ah, d'accord. Alors lui, il venait de Roanne, mais moi, je venais de Paris avec le groupe. Okay, et voilà, et c'est comme ça que j'ai atterri ici. Voilà. Vous avez eu des enfants? J'ai 2 enfants, Didier et Nathalie. Les 2 sont mariés. Mon fils, c'est l'aîné, donc il a lui-même 3 enfants qui ne sont pas encore mariés. Il y en a un qui est étudiant, l'autre qui travaille, enfin tout va bien. Ils sont en Israël. D'accord. Voilà. Et ma fille habite Paris. Nathalie, elle s'est mariée, elle a 3 enfants aussi. Et les 2 aînés, les 2 filles, sont mariées aussi. Elles ont chacune 2 enfants. Voilà. Et ça, c'est une grande joie. Alors, vos enfants, j'ai posé la même question à votre mari tout à l'heure. Quand ils ont eu, je ne sais pas, 9-10 ans, l'âge de comprendre en tout cas, est-ce que vous leur avez parlé de votre enfance pendant la guerre, vous? Je ne sais pas si je leur ai tellement parlé, mais je vais vous dire, nous habitions à Roanne, qui était une communauté juive très, très soudée, très active. Il y avait un mouvement de jeunesse. Donc, certainement qu'on leur a parlé, mais pas d'une façon tellement précise. Ouais. Je ne sais pas. Mais ils étaient au courant de l'histoire, parce que on les a éduqués quand même un peu dans ce sens-là. Okay. On les a vraiment éduqués, nous, et puis l'entourage, si vous voulez. Okay. Donc oui, ils avaient conscience de ce qui s'est passé. D'accord. Est-ce qu'il y a eu des déportés dans votre famille en France? Non, il n'y a pas eu de déportés. J'ai eu un oncle, ma mère avait des sœurs, dont la plus jeune était mariée avec un jeune rabbin issu de Strasbourg, qui était parti à Clermont-Ferrand parce que l'école rabbinique de Strasbourg avait été
transférés à Clermont-Ferrand. Ouais. Et après, ils étaient à Lyon. Elle était très très jeune, elle s'est mariée, et son mari était actif dans le mouvement des éclaireurs, les EI, ce qu'on appelait les EI. Et il enseignait, mais il ne vivait pas tout le temps dans une ferme où on a recueilli des enfants à côté de Bourg-en-Bresse. J'ai oublié le village, le nom du village. Et il y avait donc des enfants dont les parents avaient été soit déportés, soit qui se retrouvaient seuls, etc. Et lui venait de temps en temps donner des cours, etc. Et il y avait tout un staff, toute une organisation extraordinaire. Il y a eu un bruit qui a couru comme quoi il y aurait une rafle. Donc ils ont évacué tous les enfants, mais le staff, ils étaient 6 personnes, ils sont restés encore une nuit pour ranger, voilà. Et le matin, à 6 h du matin, ils ont tous été fusillés. Et nous, on est allés plusieurs fois, le village, je ne me rappelle plus comment ça s'appelait, a fait plusieurs fois des commémorations pour les 15 ans, les 20 ans, etc. Il s'appelait comment ce jeune rabbin? Aaron Wolf. Aaron Wolf, il venait donc de Strasbourg, et au cimetière de la Mouche à Lyon, je ne sais pas si vous connaissez, c'est le grand cimetière juif le premier, si vous voulez, parce qu'il y en a d'autres maintenant. Quand on rentre, il y a un grand monument et il y a justement tous les gens qui sont tombés. Voilà. De votre famille en Pologne, vous savez... Je ne sais rien. Je ne sais rien, je ne les ai jamais connus. Je sais que du côté de mon père, ils étaient 4. Je ne sais vraiment pas grand-chose. Je sais que ma tante, donc sa sœur, il devait être 3 garçons et une fille. Elle m'avait envoyé des petites blouses brodées. Voilà, c'est tout ce que je sais. Il ne reste personne? Ni cousin, ni... Alors, mon père a retrouvé, après la guerre, 2 cousines en Israël, qui venaient. Une a été déportée, voilà, et une autre qui n'a pas été déportée, qui a été cachée en Pologne, mais qui est partie en Palestine donc après la guerre. Mais enfin, ça a été une vie aussi très très difficile. Et il les a retrouvées après la guerre. Donc moi, après, quand j'allais en Israël, j'étais très proche d'elle. Elles m'ont raconté des petites bribes sur la famille, mais pas tant que ça. Voilà. Elles ne sont plus là non plus maintenant, évidemment. Voilà. Et est-ce que vous êtes allé visiter les villes de naissance de vos parents en Pologne? Non. Comme mon mari vous l'a dit, on avait souvent l'intention d'aller, mais on avait pour la Pologne, pour être tout à fait honnête, des sentiments pas tellement affectueux. Voilà. Donc on est allé à Auschwitz, comme il vous a dit, par les voyages, bon, c'est pas la peine que... Voilà. Ouais. C'était très... Mais on n'a fait que le voyage aller-retour. On est parti à 4 h du matin de Rouen et on est rentré tard dans la nuit. C'est tout. Okay. Par ailleurs, j'aimerais bien y aller... bon, je ne sais pas si on ira un jour, mais enfin bon, pour l'instant. Parce que c'est quand même notre histoire. C'est quand même notre histoire, qui malheureusement n'a pas été très... Enfin, mes parents n'avaient pas de sentiment d'affection, si je peux dire, pour la Pologne. Voilà. Ils ont souffert d'antisémitisme beaucoup, voilà, enfin, comme toute la communauté juive. Est-ce qu'aujourd'hui, vous témoignez dans les écoles? Ah non, pas du tout. Non, non. C'est parce qu'on ne vous l'a pas demandé ou oui, bon, parce vous n'y tenez pas? Je ne me suis pas posé les questions. Mon mari l'a fait pendant un temps, maintenant il le fait moins parce qu'il y a des plus jeunes qui prennent la relève. Mais vous, ça vous dit rien? Non. Une fois, on est allé dans un collège ici tous les deux, ouais. Et on a raconté notre histoire. Et on a une cassette d'ailleurs, voilà. Une fois, une seule fois. Pour moi, en tout cas, une seule fois. Voilà. Par contre, vous avez écrit, en tout cas, quelques pages sur l'histoire de votre famille. Ce que je viens de vous dire, oui, ce que je viens de vous dire. Pourquoi, quand ça vous a pris? C'est ma petite fille aînée qui m'a dit, écoute, tu devrais nous raconter, nous l'écrire, etc. Ouais. Alors un jour, ça m'a pris, c'est récent, relativement récent, en 2015, je crois. Ok. Voilà. Alors, vous en rappelez juste à vos souvenirs ou vous avez fait des recherches d'archives? Non, je n'ai pas fait de recherche du tout. D'ailleurs, j'ai oublié le séjour qu'on avait fait dans cet hôtel-là, à Laurière. Bon, ça n'a pas une importance folle, mais enfin... non, c'est vraiment...
c'est pas une œuvre littéraire, c'est rien de tout ça. C'est juste les souvenirs que je pouvais avoir, ce que je viens de vous dire en fait. Ouais, ouais, bien sûr. Mais au-delà, si vous voulez, des faits de ma vie, etc., ce que je retiens le plus, c'est la peur. Vraiment, j'ai eu peur. Peut-être c'est dû à mon caractère, je ne sais pas, mais j'ai eu peur qu'on vienne nous chercher, tout simplement. Voilà. Et puis c'est vrai que l'après-guerre était aussi, quand on voyait revenir certaines personnes et raconter, ça a été quand même, on a quand même eu le sentiment d'une appartenance dont on ne voulait pas. Ok. Voilà. Ça a été... Pourquoi avoir, du coup, accepté malgré tout de témoigner aujourd'hui, en 2022, pour le mémorial de la Shoah? Non, mais écoutez, vous savez, comme je vous ai dit, on a toujours été très, très impliqués dans tout. L'histoire de Saint-Gervais nous a beaucoup occupés. On a connu pas mal de gens au mémorial de la Shoah. Enfin, on est impliqués dans toute cette histoire, enfin, dans l'histoire du peuple juif, tout simplement, à notre niveau. Hein. Depuis toujours, c'est une seconde nature. Et comme vous me demandiez tout à l'heure si mes parents étaient heureux en France, oui. Mais si vous voulez, c'est comment dire, un double amour. Voilà, je ne peux pas dire autrement. Et voilà, donc, alors c'était quoi votre question? Pourquoi vous avez accepté de témoigner pour nous Ah bah oui, aujourd'hui? quand vous m'avez téléphoné en me disant je suis du mémorial de Shoah et on fait une nouvelle action, pourquoi pas? Ça pose même aucun problème. C'est pas, ça m'a pas demandé de réflexion, pas du tout. Et puis on est très, très, comment dire, très sensible à tout ce qui se passe et à tout ce qui se passe aujourd'hui. Par exemple, ce colloque qui va avoir lieu là bientôt, je trouve ça formidable d'intégrer des jeunes, etc. Bon, Vous voilà. parlez du Forum des générations Voilà, à Paris. voilà, c'est ça, par exemple, parce qu'on Ouais. parle, il n'y a pas que ça, mais voilà. Est-ce que vous pensez avoir tout raconté, tout ce que vous vouliez raconter, ou avant qu'on termine, vous voulez rajouter un dernier épisode? Non, vous savez, c'est la vie des enfants cachés, et je pense que vous avez recueilli pas mal de souvenirs, de témoignages qui ressemblent un peu aux miens, hein, parce que ça n'a pas été exceptionnel, ça a été difficile pour une petite fille. Maintenant, après, quand j'ai réfléchi, j'ai quand même eu beaucoup de chance de garder mes parents. Ouais. Et je raconte dans les petits feuillets que quand je suis arrivée à Paris, j'allais à l'école donc rue des Quatre Fils, c'était à côté de chez nous. Et la première petite fille qui était assise à côté de moi, que je ne connaissais pas, elle s'appelait Hélène Rosenfeld. Ses parents avaient été déportés, elle vivait dans l'appartement de ses parents à 2 rues de chez nous. Et sa sœur avait, moi j'avais 9 ans, 10 ans, je sais pas. Et la sœur, elle avait peut-être 13-14 ans, elles vivaient toutes les deux dans cet appartement. Et c'était, voilà. Donc, si vous voulez, c'est quelque chose qui nous a poursuivis tout le temps, ça c'est sûr. Ça, c'est sûr. Je vais vous laisser le mot de la fin pour terminer. Dites-nous ce que vous voulez en guise de conclusion sur quoi que ce soit. Eh ben, je suis très admirative du travail que vous faites, voilà, parce que, enfin, de toute l'équipe, de votre travail personnel, bien sûr, mais qui s'intègre dans, je trouve que c'est très important, et en même temps très, très pessimiste sur l'avenir je sais pas, pour nos enfants, pour nos petits-enfants, les tout petits qui viennent de naître. Comment il faut les éduquer, qu'est-ce qu'il faut faire quand on voit ce qui se passe aujourd'hui et qu'on n'aurait jamais pensé revoir, revivre quand il y a eu l'affaire Mera. Ce matin, je vous parlais, Laurent, c'est Laurent Joly ou c'est l'autre, je me confonds les deux émissions, disait que quand, comment ça s'appelle, Mireille Knoll a été assassinée, le lendemain matin, il a été, c'était le deuxième, j'ai oublié son nom, quelque chose qui l'a choqué, je ne sais pas si c'était le Figaro qui a fait un grand titre. La communauté juive est choquée, triste, enfin tout ce que vous voulez. Il dit, mais comment on peut dire des choses comme ça? C'est pas la communauté juive, c'est la communauté française en entier. Et moi, quand il y a eu l'affaire Mera, un voisin qui est adorable, que je rencontre, et il me dit,
ah, je suis tellement triste pour vous d'entendre cette histoire avec les enfants. Et je lui ai dit, non, non, monsieur Untel, pas du tout. Vous oubliez que ce monsieur a également assassiné des soldats de l'armée française. Finalement, c'est la même et voilà. Et ça me rend... Ok. Autant il y a eu cet élan, je me rappelle quand j'allais au lycée à Paris, on avait des professeurs extraordinaires et on avait l'impression que plus jamais ça, enfin, plus ça n'allait... Tout le monde avait compris. Et moi, maintenant, j'ai le sentiment que personne n'a rien compris. Voilà, un petit peu. Bon. Je ne veux pas être pessimiste, ce n'est pas ma nature de l'être non plus, mais ça donne à réfléchir quand même. Voilà.